Verstappen vient une nouvelle fois gagner, mais vient gagner d'une manière tellement facile du côté de la Belgique, que ça met en valeur tout le fait qu'il a pu croire en Red Bull depuis tellement d'années. Finalement, il aurait pu aller partout, hein, Verstappen, hein, clairement. Hein. Mercedes, il aurait pu commencer à chez Mercedes. Il aurait pu aller chez Ferrari aussi à un certain moment. Non, il a préféré rester du côté de chez Red Bull et croire en Red Bull. C'est ça aussi la force de la situation, c'est-à-dire que oui, il gagne peut-être facilement, mais c'est aussi la force de voir un homme qui a fait le bon choix aussi, Verstappen. Bah après, c'est surtout que c'est un bon choix et une bonne persévérance des deux côtés aussi. Verstappen a choisi Red Bull, et après il y a eu forcément tout ce qui s'est passé avec lui, sa première victoire lors de sa première course, donc tu te dis que déjà que ce gars-là peut aller loin à son âge. Enfin, je rappelle quand même qu'il avait 18 ans à l'époque, hein, ouais. Globalement, donc tu te dis que ce gars-là avec cette écurie peut faire mal. Il y a eu une période de creux justement quand on était sur le partenariat Renault, où il mettait des clauses de performance et que Spa l'avait sauvé, entre autres. Enfin, voilà, et en fait Red Bull aussi a tout fait derrière pour construire la voiture parfaite pour Max. Vrai. Donc au final, ça a été un partenariat vraiment win-win, où Red Bull fournit le matériel parfait pour Max, et Max ramène la Red Bull à la première place le plus souvent possible. Donc là-dessus, c'est un partenariat qui marche, c'est un partenariat qui domine. Comme il y en a eu par le passé. Après, c'est sûr que cet effet de dominance-là, avec les calendriers à rallonge, une non-concurrence, parce qu'au final, on est à mi-saison et absolument aucune écurie n'a réussi à s'asseoir à la table de Red Bull cette saison. 12 Grands Prix, c'est ça, c'est 12 ouais, 12 victoires. 12 Grands Prix, 12 victoires, et j'ai envie d'aller plus loin avec les... Il y en a eu 2 ou 3 sprints 3, il me semble. Il y en a eu 3 sprints, donc ça fait 15 victoires au total de Red Bull. Donc voilà, et à un moment, quand tu laisses rien aux autres, c'est compliqué de te dire à mi-saison qu'il y a une écurie qui va revenir à Zandvoort au même niveau que Red Bull ou capable de les concurrencer. Donc globalement, ils iront au bout. C'est juste que oui, forcément, avec un calendrier à plus de 20 courses, l'effet de domination, il est énorme. Surtout qu'en plus, quand tu commences déjà des Bahreïn comme ça et que tu vas aller au bout à Abu Dhabi, ouais, c'est vraiment un partenariat incroyable, quoi. Il y a Thibaut Legault qui dit il y a une marge colossale, et contrairement à Rosberg et Hamilton, chez Mercedes, il est ultra dominant aussi sur son coéquipier. C'est ça aussi qui peut faire extrêmement mal. Et il y a aussi le chat qui en parle, une domination a rarement été aussi chiante que celle de ce début d'année. J'essaie de me souvenir de 2004, je pense que toi tu pourras plus nous en parler. Mais 2004 c'était aussi très très dominant de cette manière-là. Hein. C'était ultra abusé. C'est-à-dire que déjà, Schumacher champion dès le mois de juillet. Oui. Alors oui, il y avait moins de courses. Ça avait 16 courses au total, mais c'est vrai que vous vous rendez compte. Et là, c'est ça. Verstappen était champion au soir de ce Grand Prix de Belgique, tu vois. Oui. C'est un truc de fou, on se rend pas compte. C'est que je pense que oui, 2004 a été dominant. Maintenant, si on prend la saison en cours avec le nombre de courses pareil qu'en 2004 et qu'on prend le barème similaire de 2019 sans les fast step, Verstappen est mieux. Schumacher. Schumacher avait fait un abandon notamment à Monaco à ce moment-là, donc forcément. Là, Verstappen, c'est P1, P2. La pire place, c'est P2. Il y a un moment... Il n'y a pas d'abandon aussi cette saison. Comme le dit It is not hard dans le chat, depuis le break estival 2022, donc ça veut dire depuis le mois juillet-août 2022, Red Bull a gagné 22 courses sur 23, dont 17 ou 18 pour Max, effectivement. Et c'est vrai, puisque la seule course qui n'a pas été gagnée par Red Bull, c'est effectivement le Grand Prix du Brésil 2022, remporté par un certain George Russell. J'ai pas dit que j'aimais les dominations outrageuses, mais j'aime Max et le mérite. Je ne sais pas si on peut parler de mérite, mais moi en tout cas je parle de mérite pas seulement par rapport à Verstappen, mais je parle de mérite par rapport à la collaboration Verstappen. Après le truc c'est que si on parle de mérite sur Lewis, on est obligé forcément de parler de mérite sur Max. Oui. Je suis désolé, c'est-à-dire qu'en fait tu vois, on peut pas faire en sorte de sublimer la domination d'Hamilton et de réduire celle de Verstappen. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible, parce que tu vois, 2014, il était tellement dessus. Alors certes, il y a eu Rosberg derrière, qui était un petit peu au contact ou quoi. Là, oui, Verstappen est solo, mais au final, c'est une domination sans similaire, où il va te mettre 2 secondes à tout le monde, où tu sais qu'à la fin de la course, dans tous les cas, c'est une Red Bull qui gagne, et que globalement, c'est souvent la même Red Bull qui gagne. Donc après, oui, c'est des dominations dans l'esprit qui sont plus ou moins similaires sur ce point-là, mais après, chaque grosse domination est différente en soi. Celle de Ferrari, celle même de Red Bull, celle de Red Bull de 2010, celle de Mercedes, et le début qu'on a de Red Bull sont différentes en soi, toutes. Mais il y a un point commun où tu te dis, bah oui, évidemment que la voiture fait tout.
évidemment que la voiture a une Bah, part très très importante dans la performance. Bah, c'est le championnat du monde de Formule 1, ça a toujours été comme ça en Formule 1 de Ah mais toute façon. pour Oui. ça, bien sûr, c'est que la Mercedes était meilleure, et on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, que c'est pas Hamilton qui sublimait la voiture, c'était la voiture qui faisait briller Hamilton, en majeure partie. Tu vois aujourd'hui, Hamilton ne gagne plus. Pourtant, il est 7 fois champion du monde. Oui. C'est un des meilleurs pilotes de l'histoire. Et pourtant, il ne gagne plus. Donc ça montre bien que voilà, un matériel dominant te fait forcément briller, te fait forcément gagner des courses et des titres. Donc une domination, bah c'est comme ça. Ça va peut-être durer peut-être jusqu'en 2026, on verra. Mais la F1 a toujours été comme ça. Toujours. C'est pour ça que moi je sais que je parle toujours plus de collaboration, même si Lewis Hamilton est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, par rapport au pilote qu'il est, hein, bien sûr, en termes de... Je sais pas si on se rend compte de qui est Lewis Hamilton par rapport avant la Formule 1, hein. On n'est pas compte en GP2 ce que c'était Lewis Hamilton, c'était immense, notamment par rapport à ça. Mais c'est la collaboration Mercedes-Hamilton qui a fait que c'était juste exceptionnel et juste immense, et par rapport au personnage qu'il est aussi, Lewis Hamilton. En fait, c'est que les collaborations, ça marche dans les deux sens. Vous devez avoir un pilote exceptionnel et une écurie exceptionnelle. Verstappen, Red Bull, ça l'est. Hamilton, Mercedes, ça l'est. McLaren, Lewis Hamilton aussi à un certain moment, en 2008, ça l'était à ce moment-là. Lewis Hamilton est exceptionnel, est unique. Mercedes, dans la collaboration, permettait justement de rendre cette collaboration exceptionnelle et unique. Et c'est pareil pour Verstappen et Red Bull, ce sont des collaborations. Ça, en fait, c'est... Verstappen est l'exemple parfait que on ne peut pas mettre n'importe quel pilote dans une écurie. On peut pas mettre n'importe quel pilote dans un top team et il peut devenir champion du monde. Non, il faut que vous ayez un pilote exceptionnel. Vous pouvez être un pilote exceptionnel, mais si vous n'avez pas la bonne collaboration, la bonne écurie, vous ne pouvez strictement rien faire en Formule 1. Et on a vu ça par de multiples raisons, on a vu ça à de multiples reprises en Formule 1, mais les collaborations sont juste une nuance entre deux parties exceptionnelles. Vous devez être un pilote exceptionnel et être avec une écurie exceptionnelle. Par exemple, avec tout le respect, si vous mettez Mazepin chez Red Bull, il fera rien. Si vous mettez Mazepin du côté de chez Mercedes, il fera strictement rien. Vous mettez Latifi, vous mettez Magnussen, vous mettez... Alors, je sais pas... Magnussen, Perez chez Red Bull. Ouais, vous mettez Perez chez Red Bull, ça fera rien, entre guillemets. Voilà ce que je veux dire. Mais c'est ça, en fait, c'est que... Oui. Il faut réellement se rendre compte que en Formule 1, il faut que deux exceptionnels s'associent. Et c'est ça en fait l'histoire. Verstappen, exceptionnel, unique, s'associe avec Red Bull qui est un top team exceptionnel, qui a une manière de travailler parfaite, de la collaboration fonctionne. Pareil effectivement pour Lewis Hamilton qui est un être exceptionnel, qui est un pilote exceptionnel, qui est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Eh bien, il a été associé à Mercedes qui est tout simplement l'exceptionnel aussi, qui a une manière de travailler qui était parfaite à un certain moment, justement, eh bien... L'association des deux a créé l'une des plus grandes collaborations de l'histoire de la Formule 1. Et aujourd'hui, il faut le dire, peut-être l'écurie la plus successful de l'histoire de la Formule 1 par rapport à Mercedes. Pourquoi? Ce n'est pas lié uniquement à Lewis ou uniquement à Mercedes, c'est la collaboration de deux entités exceptionnelles. Aujourd'hui, avec Red Bull et Max Verstappen, bah, on est dans ce genre de collaboration exceptionnelle. Peut-être l'une des plus grandes collaborations de l'histoire de la Formule 1 par la domination qui est en train de régner par Red Bull et Max Verstappen. Pour ça que je dis pas par Max Verstappen, c'est toujours les deux, parce que c'est une collaboration. Red Bull et Max Verstappen sont en train de dominer la Formule 1. Exemple aussi, Ferrari, Schumacher. Michael Schumacher, quand il arrive chez Ferrari, c'est pas... quand il arrive chez Ferrari, Ferrari est sans tutu, hein, c'est une catastrophe monumentale. Ils ont mis beaucoup de temps, Schumacher et Ferrari, pour aller gagner, parce que cette collaboration, elle est née, mais elle a été façonnée et travaillée par les deux parties, Schumacher et Ferrari dans la globalité avec Jean Todt, pour en faire l'une des plus grandes collaborations de l'histoire de la Formule 1, et permettre à Michael Schumacher de glaner au total, bien sûr avec Benetton avant, mais surtout au total pour qu'il aille chercher 7 titres de champion du monde et remettre Ferrari sur le devant de la scène, remettre la grande Scuderia Ferrari. C'est ça en fait, c'est que les collaborations de la Formule 1 sont faites de deux êtres exceptionnels. Enfin, deux êtres. Une entité et un être exceptionnel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Formule 1 et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, bien sûr, encore une fois, avec Verstappen et Red Bull. Autre point aussi important, et c'est vrai, et c'est quel niveau par rapport à Perez, et c'est vrai, tu parlais de Perez juste avant, mais ça montre parfaitement que
un Sergio Perez ne peut pas en fait finalement guider une écurie comme Red Bull. Parce qu'il n'est pas aussi exceptionnel que Max Verstappen. Et c'est ce qu'avait dit tout simplement un certain bout de parcours. Oui, bah c'est juste qu'au bout d'un moment, oui, c'est peut-être, comme on le dit souvent, bah ouais, les 20 meilleurs pilotes du monde que tu vas peut-être retrouver sur la grille à ce moment-là, mais les 20 n'ont pas l'étoffe d'être champion du monde. Ouais. Il y en a pas, voilà, il y en a peu. Il y en a très très peu. Se dire qu'aujourd'hui, avec les performances de Red Bull, par exemple, que bah, Charles Leclerc gagnerait, on sait pas, que Norris gagnerait, on sait pas, que Russell gagnerait, on sait pas. Pourtant, on se dit que eux ont le potentiel. Et certains, quand tu les vois, tu te dis qu'ils ont. Bah non, en fait, tu vois les Perez, les Magnussen, les Hülkenberg, ce genre de choses. Ouais. Toi, tu mettrais Magnussen, Hülkenberg dans un top team, bon, je suis pas sûr qu'il ferait des miracles non plus, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'était un très bon pilote aussi avant, hein, Magnussen. Hein. Beaucoup d'espoir derrière Magnussen. Hein. Ce sont des bons pilotes en soi, là-dessus, je vais pas leur cracher dessus, ce sont des bons pilotes, il n'y a pas de problème. Mais qu'on pas ce truc, cette petite flamme de dire, bah voilà, il peut jouer le championnat du monde. Non. Et t'en as, c'est comme ça que ça arrive. T'en as qui vont faire une saison de 15 ans en F1, qui vont avoir 2-3 victoires, et puis voilà, mais qui auront kiffé leur life, qui auront kiffé leur carrière en F1. Et d'autres, bah, qui ont ce petit truc en plus qui fait que bah, ils sont faits pour être champions du monde. Et Verstappen, ça a clairement été ça. Il est taillé, formaté pour être champion du monde. Et donc ce qui lui arrive aujourd'hui, bah, c'est en rien étonnant finalement. Il y a aussi d'autres pilotes à l'heure actuelle qu'on peut voir en Formule 1 qui ont peut-être cette étoffe-là. On pense notamment à Oscar Piastri. Piastri est dans cette graine-là, semblerait-il. Et on le voit, on a vu en Formule de promotion. Et à l'heure actuelle, ça semble se destiner à cette direction-là pour Oscar Piastri. Autre point aussi intéressant, c'est... on voit cette domination aujourd'hui qu'on a aussi du côté de chez Red Bull. Moi, je fais des parallèles par rapport à d'autres sports en termes de domination. Moi, je prendrais un exemple... Verstappen me fait parfois un petit peu penser à Rafael Nadal en tennis. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2009 quand Rafael Nadal avait perdu contre Robin Soderling à Roland Garros. C'est quoi qu'il y a? Non, peut-être. Non, mais tu vas voir. Et en fait, il faut se souvenir que quand il perd Rafael Nadal contre Robin Soderling, en fait, il avait été hué par en fait Rafael Nadal, alors qu'il avait strictement rien fait, hein. Il avait strictement rien fait de mal contre le public. Il était juste dominateur et il gagnait. Mais en fait, le public était juste devenu, peut-être pas anti-Nadal, si, parce qu'il commençait à le siffler d'ailleurs. Il le sifflait littéralement, hein, complètement à ce moment-là, Rafael Nadal. Mais il commençait à soutenir Robin Soderling, qui était d'ailleurs pas un joueur, qui était un joueur plutôt bon, mais qui était un joueur très désagréable. Hein, Robin Soderling, ultra désagréable, Robin Soderling. Et en fait, les gens en fait ont commencé à soutenir Robin Soderling, non pas parce que c'était un excellent joueur, mais juste parce qu'il commençait à peut-être prendre le dessus sur Rafael Nadal à un certain moment du match, et derrière, finalement à le soutenir, parce qu'ils en avaient marre de voir Nadal tout le temps gagner. Et on est en train d'arriver dans ce côté-là par rapport à Verstappen. C'est-à-dire que le gars, il est juste trop fort, il pilote juste très bien, il fait strictement rien de mal, et les gens n'attendent qu'une chose, c'est qu'il perde et c'est qu'il tombe. Et moi, c'est ça en fait qui me fait un petit peu mal au cœur pour lui, pour Verstappen. Mais... ça me fait mal pour lui parce que le mec fait juste en fait son travail. Il est juste le meilleur et il continuera à être le meilleur. Et avec Red Bull resteront les meilleurs d'une certaine manière avec la collaboration par rapport à Max Verstappen. Et on arrive dans une situation où aujourd'hui, les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est que Verstappen fasse une erreur et les gens vont le célébrer comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Comme si ta nation venait de marquer en finale de Coupe du Monde et qu'elle allait gagner derrière. Et en fait, c'est ça qui me fait un petit peu mal au Verstappen, c'est que le mec n'a strictement rien demandé. Rien demandé. C'est que le mec fait juste sa vie, pilote juste, gagne juste. Il est parfois un peu insolent, mais ça nous fait rire quand à la radio tout à l'heure en Belgique, il dit non mais je peux accélérer comme ça on fait un pit stop dans le dernier tour, hein, juste pour s'entraîner un petit peu, pour déconner. Et avec des petites aussi radios qui peuvent être considérées comme un peu arrogantes entre guillemets, mais moi ça me fait juste rire, tu vois, il y a l'attitude qui est très drôle d'une certaine manière. Mais voilà, c'est juste que les gens n'attendent qu'une chose, j'ai l'impression, c'est que le gars tombe.
Comme si c'était Thanos face aux Avengers et qui tombait enfin. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'histoire. Mais moi ça me fait mal en fait, c'est que on veut du spectacle, on veut de la bagarre, mais les gens sont peut-être un petit peu frustrés. Alors, les gens peuvent être frustrés de la domination, mais c'est pas de la faute de Max Verstappen. On a l'impression que on lui reproche d'être trop fort. Bah excusez-le, il est trop fort. Bah oui, il est trop fort avec Red Bull, voilà, tout simplement. C'est ça en fait. Dans la situation de Max, ou même dans la situation de Schumacher à l'époque, ou même de Lewis récemment, ou de Vettel, en fait, tu te fais huer. Bah, au contraire, tu trouves ça galvanisant. Tu te dis putain, j'écœure tout le monde à ce point-là. On est au-dessus de tout le monde à ce point-là, on est si fort que ça. Dans la situation, évidemment, de domination. C'est bon, t'en as quand même qui se font huer comme pas deux et qui sont en fond de grille et donc on s'en fout. Mais dans la situation de domination comme ça, bah te faire huer au final, c'est qu'on te jalouse. C'est qu'on a envie de te voir tomber tellement t'es dominateur, tellement t'es bon en fait. Je suis d'accord, Donc ça galvanise d'un côté. Bah, il y a dans l'histoire du sport. Merci beaucoup d'ailleurs à Ezirp, merci beaucoup pour ton resub. Oui, c'est Ezirp, oui, merci beaucoup pour ton 3e mois. Max, Super Max, merci beaucoup Ezirp. Pour ton resub, ton 3e mois total, ton 3e mois de suite d'ailleurs. Merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté, parce que mes sur les amis, peut devenir des exemples pour la communauté. Marc Marquez en MotoGP aussi, c'était pareil. Alors, en fait, je pense que le problème de Marc Marquez, c'est son attitude aussi également. Qui lui, pour le tout, il avait vraiment une attitude dangereuse. Verstappen, là, aujourd'hui en Formule 1, n'a pas d'attitude dangereuse, tu vois. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas nécessité d'être dangereux. Alors, il y a de la jalousie peut-être quelque part. Après, oui, peut-être d'une certaine manière. Là, aujourd'hui, en Formule 1, il n'est pas dangereux. Max Verstappen, il fait juste sa course. De toute façon, il n'est pas dangereux, c'est vrai, effectivement, t'as raison. Vous remarquerez quand même que mon exemple sur Rafael Nadal, je me suis bien rattrapé. Il fallait bien expliquer l'exemple, parce que sinon, vous ne savez pas où est-ce que je partais. Mais vous voyez un petit peu là où je voulais en venir par rapport à ça. Mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il y en a qui sont en fond de grille, tu disais, ils sont derrière, on les aime pas, enfin il y a des gens qui les aiment pas, mais on en a rien à foutre, tu vois. Là, Verstappen, les gens ne l'aiment pas parce qu'il gagne. Et en plus, la problématique c'était aussi un petit peu Netflix, et je l'avais dit notamment lors de la TwitchCon, lors de la conférence qu'on avait eue avec Jules, avec Hydro à la TwitchCon, où on parlait effectivement de l'aspect de Netflix, est-ce que Netflix a aidé la Formule 1? Alors oui, d'une certaine manière, mais ils ont montré ça de mauvaises choses, en montrant par exemple aussi Max Verstappen, et je pense que ça a beaucoup joué ça aussi, Baby Shum, montrer Verstappen comme étant un peu comme une mauvaise personne, tu vois, comme le diable, comme le méchant de l'histoire en fait, tu vois. Oui, et puis déjà il y a ça, oui, montrer Verstappen comme un méchant, aussi avec les déclarations qu'il avait eues envers Netflix, tout ça. Oui, ça aide pas mal à avoir une réputation un petit peu biaisée pour certains. C'est surtout aussi un autre problème de Netflix, c'est que forcément Netflix est là pour promouvoir la F1, est là pour que ce soit vu forcément comme programme, mais va te rendre la F1 comme spectaculaire. Sauf que le mec, il veut découvrir la F1 via Netflix, va regarder la course, il va dire putain, merde, le premier gagne avec 30 secondes d'avance, mais c'est quoi ce sport claqué en fait? On m'a survendu le truc, tu vois. C'est comme, bah oui, Netflix a enjolivé les choses, donc forcément, ton avis, il est un petit peu biaisé. Après, oui, pour ceux qui se plaignent que Verstappen gagne tout le temps, je veux dire, ça a toujours été le cas sur les hégémonies, c'est pas prêt de changer. C'est Red Bull au moins, je devrais dire, jusqu'en 2026. Peut-être qu'après en 2026, peut-être, je sais pas, Ferrari, Mercedes, Aston prendra le relais pendant 2-3 saisons. Et voilà. La plupart du temps, ça a été ça. On a eu, et j'aimerais bien revivre, voilà, cette période, tu vois, 2006, 2007, 2008. C'est vrai, oui, bien sûr. Voilà, on a eu 3 saisons, évidemment, disputées jusqu'au bout, sans compter, évidemment, voilà, 2021. Mais voilà, c'est parti de bride, c'est parti de phase. Et généralement, quand tu as des phases de domination comme ça, bah, faut faire avec. Il faut aussi apprendre, prendre un petit peu de recul, se dire, bah oui, ok, voilà, Verstappen est champion du monde. Mais il est pas seul à rouler sur la piste. Encore une fois, il est pas tout seul. Il y a 19 voitures derrière, notamment aujourd'hui, où je pense que certains ont trouvé le Grand Prix rompiche. Moi, je l'ai trouvé plutôt ok. Mais t'as quand même des belles batailles à profiter quand tu aimes la F1 et quand tu aimes le sport auto en général, d'avoir des batailles pas forcément pour que la première place. Tu peux kiffer, comme on a vu des batailles avec Tsunoda, avec Ocon, avec Norris, avec Albon. Tu peux aussi profiter de ça quand une saison est aussi compliquée ou que tu n'acceptes pas le résultat que Verstappen gagne tout le temps. Tu peux aussi regarder un petit peu plus derrière et tu peux prendre du plaisir différemment en fait dans une saison aussi dominatrice que celle-ci, quoi. C'est clair effectivement, et je te rejoins là-dessus. Ouais, mais tu retiens que le vainqueur, et c'est vrai aussi. Mais bien sûr. Ouais. Ça va, bien sûr. Je lis un petit peu les messages dans le chat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en pleine réaction par rapport à tout ça. Après, ces déclarations et ces personnes, Max, c'est peut-être pas le mec que tu as envie d'aimer. Et bah pourtant, et moi, pour vous le dire, pour beaucoup dans le chat le savent, mais je collabore à Monaco sur certains aspects dans le sport automobile. Et pour vous dire que Max Verstappen est une personne ultra normale. Un mec sympa, voilà. C'est pas je peux vraiment l'affirmer que c'est pas le gars qu'on voit dans Netflix, hein, clairement.
C'est juste un mec normal qui rentre chez lui, qui vit, qui a une copine, qui vit avec qui adore ses chats, voilà, c'est un mec normal, vraiment, c'est le gars normal. Bah, c'est tout. Qui fonce dans les mecs quand il fait du iRacing. Aussi également, mais ça, voilà, c'est un gars normal, quoi. Non, mais c'est un mec normal, voilà, mais c'est. Désolé, moi je n'oublierai jamais de la saison 2021 et comment il était horrible humainement. Mais en quoi il était horrible humainement parlant en 2021? Je sais pas, toi de me répondre. Non, non, mais vraiment, en quoi il était horrible humainement parlant en 2021? Il se bat pour un titre mondial. Vous croyez qu'il va être, qu'il va être gentil? Vraiment, excusez-moi. C'est ah, non, mais c'est surtout, si vous aimez pas le Verstappen d'aujourd'hui, j'espère que vous avez pas connu le Verstappen à ses débuts. Si vous aimez pas si vous aimez le Lewis Hamilton d'aujourd'hui, souvenez-vous de Lewis Hamilton qu'on avait en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hein, qui allait se cracher dans Massa par exemple aussi également. Hein. On n'a pas eu des Lewis Hamilton appréciables comme ça. Hein. Les gens aussi parlent de Verstappen aussi aujourd'hui. Je vous invite à revenir sur Sébastien Vettel 2010 jusqu'à 2014. Hein. Bon, c'était pas le gars qu'on connaissait, le Sébastien Vettel, hein. C'était un peu comme Verstappen, je tiens juste à dire d'ailleurs, hein. De l'époque, le Verstappen de l'époque. Hein. C'est l'effet Red Bull, ça. Ouais, non, bah oui, ça l'effet Red Bull. Mais après, Rosette, tu parles de le Max de 2016. Oui, bah alors, autant te dire que le Max 2016, oui, et on est... Qui, ici, dans le chat, peut lever la main et dire que quand il était beaucoup plus jeune, il était pas con, voilà, autant... voilà, j'avais envie de l'entarter, moi, clairement. Ah, voilà, je pense que... ce week-end à Spa, ce qu'il fait sur Raikkonen dans la ligne droite de Kemel, franchement, j'avais envie de le démarrer. Hein. Oui. Voilà, clairement, c'était cette période-là où il était imbuvable. Et voilà, bah, là, il a pris en maturité, on grandit, et puis voilà. Ouais, tout le monde devient plus mature en termes d'être humain, mais aussi en termes de sportif, bien sûr, dans le sport de haut niveau, tu vois. C'était un petit con, il n'y a pas à dire. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que les gens évoluent. Et maintenant, Verstappen, qu'est-ce que vous pouvez reprocher aujourd'hui à Verstappen? Qu'il soit trop fort? C'est pas un reproche. Bah rien. C'est pas un reproche à avoir, tu vois. Alors qu'Alonso, lui, il a jamais changé. C'est ça. C'est vrai, lui, il a pas trop changé. Il a toujours été là, même. Dans 3 courses, là, il démarre Lance Stroll. Hein. On est passé on encense Lance Stroll, on en parle un petit peu moins, on le dépasse plus. Là, il y a silence radio. Dans 3 courses, il le démarre. Hein. Ouais. Et Egal le dit, hein, s'ils avaient connu l'époque Schumacher, oh oui, et Schumacher du début jusqu'à la fin, hein, en Formule 1, il était comme ça. Hein, Et encore. Et encore, c'est peut-être même pire. C'était une année sur deux. C'était vraiment une année sur deux. Et encore, c'était même pire. Hein. Jacques Villeneuve en 97 en Europe, à Jerez, il s'en souvient encore, hein, littéralement. Lui, Schumacher, il foutait dehors littéralement, et c'était en Mondovision. Bon, après, il s'était fait disqualifier, hein, on n'oublie pas. Hein. On rappelle que Schumacher, il avait fait une tentative de... C'est là, Villeneuve aussi, c'est bon. Voilà, je rappelle que Schumacher avait fait une tentative d'homicide quand même sur Rubens Barrichello en Hongrie en 2010, n'oubliez pas ça, hein. Voilà, non mais je dis juste, voilà, c'est qu'on peut critiquer Verstappen pour ses moves, il y en a quand même un septuple champion du monde qui est peut-être l'un des plus grands pilotes de l'histoire, qui nous a fait des moves d'homicide parfois volontaires, hein, j'ai l'impression, hein. Donc ne pas oublier, hein. Voilà. Beaucoup, t'inquiète. Voilà, c'est pas le seul Schumi. Ah, mais c'était pas le seul de Schumi. Ouais, bon, là, il y en a eu beaucoup. Tu peux mettre plein de monde dedans. Ouais, Ayrton Senna. Bon, là, Ayrton Senna sur un Laproste. Bah, alors là, c'était en Mondovision. Et c'est pour le coup, c'était bien volontaire, hein, sur un Laproste, hein, ne pas l'oublier, hein, c'était. C'est pour ça, par exemple, voilà, c'est comme ça, c'est la F1. Ça a toujours existé comme ça. Alors, il y a eu des mecs qu'on idolâtrait, des mecs qu'on... Je réitère, c'était la F1 d'avant, hein, parce qu'aujourd'hui, on se calme, hein. Oui, alors aujourd'hui, tu fais ça, bon, voilà, c'est pas les mêmes sanctions. Hein. C'est pas les mêmes sanctions du tout, même. Faut le mettre dans une voiture de midfield et voir comment il se débrouille. Et là, on verra si c'est vraiment un mec qui surperf comme un Alonso. Mais c'est vrai qu'il est bon. Oh, qu'il est bon seulement. C'est vrai. Un petit peu. Il est un petit peu bon, finalement, Verstappen. Ah, mais encore une fois, c'est ce qu'on avait dit, Tralat. C'est que c'est les collaborations qui fructifient, les succès. Ah, c'est comme ça. Il a été bon avec Toro Rosso, il était bon avec Red Bull auparavant aussi quand c'était difficile. Maintenant, c'est aussi le choix d'un homme qui a essayé de rester avec Red Bull et de faire confiance en Red Bull. Et d'un homme qui s'est dit, qui a choisi de croire en Red Bull sur plusieurs années, de dire écoutez, je vais rester là, je vous fais confiance, on gagnera ensemble, ça prendra du temps, mais on gagnera ensemble. Tu vois, c'est ça aussi la force d'aujourd'hui chez Red Bull et par rapport à Max Verstappen, bien évidemment.